Rebonjour à tous. On continue cette journée riche en débats avec un débat un petit peu provoque. Où on va s'intéresser, où on va se poser la question de si les marketplaces peuvent tuer les commerces de proximité. Avec nos deux invités du jour, du coup, on va pouvoir se poser toutes ces questions. Deux invités très spécialistes du sujet, parce que pour en débattre, on va du coup accueillir Lily Cadel, qui est directrice commerciale d'Encore Store, après avoir bouclé un tour de table de 25 millions en décembre 2020. Créé en 2020, Encore Store, hein. La start-up française qui met en relation les marques et les commerçants indépendants a de nouveau récolté 84 millions d'euros. J'imagine, Lily, qu'en ce moment, ça doit être l'effervescence au bureau. Il doit se passer plein de trucs, des réorganisations, des plans stratégiques. Enfin, ça doit être le feu, non? En tout cas, bonjour, C'est Lily. assez speed, ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est une croissance Bonjour Sébastien, juste, enchanté. juste énorme en un an, quoi. C'est la folie. Ouais, ouais, c'est la folie et d'autant plus, en fait, avec le Covid, on a commencé comme vous fin 2019, donc quelques mois avant le Covid et en fait, c'est un modèle qui fonctionne très bien avec cette crise-là aussi. On pourra en parler plus en détail, mais oui, Hmm. tout va très vite là. Ouais. Bah, bravo en tout cas. Ensuite, on accueille Édouard Morange, qui est cofondateur d'Épicerie, la marketplace qui mérite, même qu'on l'appelle tout simplement place de marché, vu qu'elle vous livre les bons produits de vos commerçants de quartier dans la journée. Bonjour Édouard. Bonjour. Ouais, épicerie avec un Y à la fin. Et Ouais, effectivement, on préfère s'appeler place de marché, considérant que on vous livre les produits du quotidien pour remplir notre frigo, que marketplace, qui est effectivement le côté technique selon lequel on fonctionne. bien sûr. Alors justement, pour commencer, pour donner un peu une vue macro de vos deux business, est-ce que vous pourriez résumer vos entreprises en trois, quatre chiffres clés? Commençons par Lily. Ça marche. Alors nous, on est une marketplace du coup qui a été créée donc fin 2019. Donc des commerçants indépendants à sourcer leur magasin à des conditions plus attractives que ce qu'ils pourraient avoir en direct. Aujourd'hui, en quelques chiffres clés, on travaille avec 50 000 à travers l'Europe et on a 5 000 fournisseurs qui sont présents sur Encore Store. On est maintenant ouvert dans 14 pays, 17 pays ce matin en Europe. Et on est 70 employés. On embarque à peu près 10 employés par semaine actuellement. Voilà quelques Ouais, c'est ça donne le tournis. Édouard? et c'est que le début. Épicerie, bah, c'est un artisan à côté. À côté, c'est un Ouais. petit artisan. Épicerie s'est lancé en 2016 avec la volonté d'accompagner les commerçants alimentaires dans l'univers du digital. Ils étaient très peu digitalisés. Aujourd'hui, on est une vingtaine de salariés. On accompagne quotidiennement euh, plus de 900 commerçants, des bouchers, des primeurs, des fromagers, des cavistes. Et on est présent sur 5 villes en France, Paris, Lyon, Bordeaux, Lille et Toulouse. Et justement, quand on pense souvent marketplace, on pense principalement à Amazon, on pense à Cdiscount, on pense à la Fnac, on pense vraiment à des géants qui peuvent finalement être un danger pour les petits commerçants. Comment chez vous, chez Épicerie, vous avez décidé de leur venir en aide? Et d'ailleurs, est-ce que c'était une mission presque sociale que vous vous êtes donnée pour ne pas les voir disparaître? Euh, C'est vrai que nous, on a une vision de la marketplace comme un outil qui permet à des commerçants qui sont assez peu digitaux de rentrer d'une façon simple dans l'univers du numérique. En fait, ils se concentrent sur leur métier, qui est de choisir les bons produits, d'assurer la qualité de la relation avec les clients. Nous, on se charge à la fois de la partie technologique, de leur fournir une plateforme sur laquelle à la fois leurs clients vont pouvoir commander, eux vont pouvoir recevoir les commandes et gérer leur stock. On gère également pour eux toute la partie logistique, qui est assez complexe puisqu'on est sur des produits frais. Qui plus est, on fait
dans un seul et même marché la viande, les fruits et légumes, les fromages, et que donc il y a des problématiques de transport qui s'accumulent. Et puis on gère leur visibilité sur les réseaux sociaux. Quand vous tapez boucherie, livraison Paris, historiquement vous aviez uniquement la grande distribution ou les grandes plateformes. Aujourd'hui, vous pouvez trouver plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de commerçants de votre quartier, des rues autour de chez vous, qui peuvent vous livrer avec une qualité de service similaire, voire meilleure que les grandes plateformes, puisqu'on livre dans l'heure le steak haché du dîner ou le plateau de fromage pour l'apéro. Et donc, c'est un service clé en main. Et c'est ça qui les a séduits dans le projet Marketplace par rapport à la création d'un site e-commerce qui, une fois réalisé, doit encore être animé, doit encore poser les problèmes de la logistique, etc. Parce que c'est vrai que chez vous, épicerie, vous créez finalement un nouveau canal de distribution pour et de commercialisation pour les petits commerçants. Chez vous, Lily, c'est un petit peu différent parce que finalement, vous aidez les commerçants, les boutiques à faire leur métier plus simplement, à aller sourcer des marques qu'ils n'auraient peut-être pas trouvées. Dans le fond, vous digitalisez plutôt les salons professionnels qui, depuis un an, n'ont pas pu exister. Comment vous avez pu atteindre justement cette croissance cette année, alors que les boutiques étaient fermées? En fait, oui, Marketplace, effectivement, puisque relation aujourd'hui des marques et des boutiques, et on permet du coup à des boutiques de sourcer des marques facilement. Mais on est beaucoup plus qu'une marketplace dans le sens où aujourd'hui, en fait, on va proposer des conditions qui sont attractives pour les commerçants. Pour vous situer un petit peu dans le monde traditionnel aujourd'hui, quand on a un commerçant indépendant et qu'on veut trouver des nouvelles marques pour son magasin, on va aller à des magasins. On a pris avantage de ça. Par des qui vont venir chez nous nous présenter des produits en boutique. On va peut-être trouver des marques directement sur Instagram. Il y a beaucoup d'allers-retours qui vont se faire entre le moment où le commerçant et la marque vont réellement commencer à échanger. À partir du moment où il y a une relation commerciale qui est en place, la marque a un minimum de commandes assez important puisqu'elle n'a jamais travaillé avec cette boutique-là auparavant. Elle a un prépaiement, donc un engagement financier important. Et du coup, nous, on a des Encore Store pour justement changer un petit peu ce modèle qui nous paraissait un petit peu archaïque, appliquer des codes de B2C sur du B2B. Donc en fait, on est plus qu'une marketplace dans le sens où aujourd'hui, on propose du financement donc, aux boutiques. On va leur proposer jusqu'à 60 jours de délai de paiement, 3 fois sans frais ou net 30. Ce qui est, dans le contexte actuel, d'autant plus important. On va proposer un minimum d'être de 100 € sur toutes les marques, peu importe si on parle d'une marque d'épices, on travaille effectivement avec des marques d'épicerie, également des marques de fashion, des marques de kids et des marques de maison. Mais c'est la promesse qui reste la même que où j'ai vraiment 100 € de minimum de commande, ce qui permet aux commerçants de tester des produits. Et enfin, on est un outil qui, du coup, à tous ces commerçants de retrouver toutes leurs commandes au même endroit et une commande à travers toute marque, donc plus simplement. Donc effectivement, on est une marketplace, mais on est aussi beaucoup plus que ça. Et je pense que c'est ça qui a séduit les boutiques. Et on voit aujourd'hui que 70% des boutiques qui viennent passer commande reviennent ensuite sur Encore Store. Donc on se rend compte que c'est un modèle qui plaît. Et c'est pas dangereux à l'époque du Covid de miser principalement sur le retail physique et principalement non alimentaire, non essentiel? Alors, on est l'épicerie est notre deuxième catégorie la plus importante et c'est effectivement celle qui a le mieux fonctionné quand les commerçants étaient fermés. Et non, c'est pas risqué, où on s'est rendu compte même durant le Covid que notamment quelques avant la réouverture, les boutiques ont privilégié Encore Store. Par contre, on offre une manière moins risquée de faire ces erreurs. Donc non, c'est pas risqué et surtout 60% de nos boutiques aujourd'hui ont également une présence e-commerce. Donc ça, c'est important à mentionner. On n'est pas seulement focalisé sur des boutiques physiques. Les boutiques se sont digitalisées avec le Covid notamment et ont souvent leur plateforme e-commerce derrière.
Au niveau justement du frais, chez vous, épicerie, j'imagine qu'il y a un énorme enjeu de logistique, donc vous êtes aussi bien la plateforme digitale que la plateforme de back-office. Comment vous arrivez comme ça à gérer des boutiques qui sont peut-être pas toutes ouvertes au même moment, qui n'ont pas toujours les mêmes, voilà, les mêmes créneaux, les mêmes jours de fermeture, etc. Comment vous arrivez à créer une offre cohérente pour que le client, finalement, pour lui, ça soit complètement euh, facile, quoi, qu'il se pose même pas de questions. C'est un travail effectivement qu'on fait depuis 5 ans. On a travaillé beaucoup sur l'intégration du module de dispatch pour être capable effectivement de transporter aussi bien un rôti de bœuf dans un sac à dos de livreur à vélo qu'un plateau de fruits de mer ou une tarte pour 8 personnes qui va éventuellement être en cargo bike ou transporté par un piéton. Donc nous, on a choisi effectivement de ne pas internaliser la flotte de livreurs. On fait appel à des prestataires, dont le groupe La Poste, un certain nombre de startups présentes sur les grandes métropoles. Et simplement, nous, on a développé l'intelligence du dispatcher qui analyse le contenu de la commande et organise une tournée avec le bon livreur pour optimiser l'expérience client et être sûr que vous receviez chez vous à l'heure convenue les produits pour votre dîner de famille ou pour recevoir vos amis. Surtout que aujourd'hui, vous livrez aussi les restaurants. Donc, est-ce il est possible demain de se faire livrer un plat de pâtes cuisinées d'un restaurant et en même temps le gâteau d'une boulangerie que j'aurais sélectionné à côté? Absolument, ben, c'était pas historiquement le cas et le cœur de notre activité. Il y a d'autres acteurs qui sont spécialisés sur la livraison des restaurants, mais un certain nombre de restaurateurs artisanaux des rues commerçantes se reconnaissent plus finalement dans l'offre d'épicerie où on va trouver le boucher, le poissonnier que dans une offre qui met en avant beaucoup les burgers, les pizzas et les sushis. Donc, lors du deuxième confinement, quand beaucoup de restaurateurs se sont mis à la vente à distance, ben, ils se sont tournés vers nous et on en a effectivement un certain nombre qui aujourd'hui sont présents sur la plateforme. Alors, on a une approche qui est différente des plateformes de la street food. Nous, on livre en liaison froide, donc les préparations sont livrées en même temps que vos courses, et vous n'avez plus qu'à mettre l'ensemble des produits du restaurateur dans la cocotte ou au four pour réchauffer. Et effectivement, ça ne vous empêche pas de prendre le plateau de fromage ou le gâteau chez l'artisan de la rue commerçante. Par curiosité, est-ce que vous savez, enfin j'imagine que vous le savez, le nombre moyen de commerçants par commande? Je le sais. C'est, non, en gros c'est assez variable puisque on travaille avec des marchés comme le marché d'Aligre, le marché des Batignolles, etc., où les gens ont tendance à faire un panier complet en prenant de la viande, des fruits et légumes. Et dans un marché, les gens vont prendre en moyenne chez 4 commerçants du marché. Par contre, sur certaines catégories de produits, par exemple la pâtisserie, on travaille avec de nombreux grands pâtissiers comme Philippe Conticini, Michalak, etc. Les gens viennent chercher un gâteau. Et c'est pas forcément quelque chose qu'ils vont prendre en même temps que les fruits et légumes et la viande. Donc en moyenne, on est à environ 1,8 colis par commande, mais en fait avec des fortes disparités. Mhm. C'est vrai que c'est un peu aussi votre force chez Encore Store, c'est cette capacité comme ça à venir finalement créer des univers de marques complets en allant chercher des marques qui peuvent se compléter et qui vont faire un bel assortiment et une belle vitrine de boutique. On en parlait en préparant ce rendez-vous. Vos clients achètent plusieurs marques en même temps finalement. C'est vraiment là l'avantage d'Encore Store, c'est effectivement que vous pouvez tester des marques plus facilement. Pas une expérience e-commerce traditionnel, je peux ajouter plein de soit sinon j'atteins 100 € de minimum de commande
ce qui peut arriver assez rapidement. On peut avoir autant de marques que dans un panier. Et on a effectivement, on voit que les boutiques qui reviennent le plus sont effectivement celles qui vont commander un minimum de 3, qui comprennent l'avantage d'Encore Store pour vraiment créer une expérience concept store. Les concept stores sont nos boutiques un peu persona, quoi. Chez Encore Store, les boutiques les plus représentées. Mais aujourd'hui, cette notion de concept store, ça peut être une épicerie qui commence à se développer sur des bougies aussi. Ça peut être un magasin de jouets qui commence à lancer une épicerie aussi. Je pense que il y a de plus en plus de boutiques indépendantes qui justement voient ce de se diviser. Je pense qu'on répond pas mal à ce besoin. Et vous, justement, d'un point de vue logistique, comment ça se passe? Parce que on a bien compris, épicerie, eux, ils vont chercher directement dans les locaux des commerçants. Vous, c'est des marques qui ont souvent des entrepôts, des usines, etc., qui sont très disparates, qui peuvent être d'ailleurs dans des pays différents. Comment vous gérez cette partie logistique? Alors aujourd'hui, on ne prend pas en charge la logistique. Donc ce sont vraiment aux marques de se charger en fait de la préparation du colis et de l'envoi. On travaille avec UPS et du coup à des marques qui sont plus petites et qui n'ont pas forcément accès à des transporteurs, d'avoir vraiment une expérience comme sur du B2C où je rentre les détails de ma commande, imprime directement mon bordereau UPS que je colle sur le colis. Donc ça rend l'expérience beaucoup fluide. Mais effectivement, ce sont les marques aujourd'hui qui gèrent toute la logistique et effectivement cross-pays aussi. On sélectionne les marques sur leur capacité à livrer les boutiques rapidement. On travaille uniquement avec des marques qui ont des stocks roulants et donc elles doivent respecter les délais que l'on souhaite, qui sont maximum 10 jours après la prise de commande, la boutique est livrée. Et on a des marques aujourd'hui, même cross-pays, qui arrivent à livrer en 48 heures, mise en avant sur le site, notamment pour la réouverture. On a énormément de boutiques qui se sont ruées vers cette catégorie, livrées en 48 heures. Ça exemple. Par contre, pour rejoindre votre point, ouais, ouais, mais c'est arrivé un peu au compte-gouttes les informations de réouverture, donc on a un petit peu surfé sur cette vague-là, et on est en train de tirer à une solution plus de fulfillment, mais qui arrivera voilà, dans un second temps pour permettre justement de gérer toute la logistique de ces marques, et c'est vraiment une demande qu'on reçoit de plus en plus. Ouais, parce que 50 000 boutiques à approvisionner, c'est un vrai métier de logisticien pour le coup. C'est quand même Ouais. hyper complet, quoi. Surtout que C'est 50 000 complet aujourd'hui, dans un an. On n'a pas encore. Exactement. Et on a notre premier logistic manager qui a 3 la semaine. Il a une montagne de boulot déjà sur le bureau. Donc, ouais, c'est un gros projet en tout cas. On souhaite avancer dessus. Alors, c'est vrai, Edouard, on voit, on parle beaucoup aujourd'hui de circuits courts, de juste rémunération de l'artisan. Comment vous, de par votre modèle, vous pouvez comme ça être utile à ces artisans et faire en sorte qu'ils puissent durer encore plus longtemps et peut-être mieux se rémunérer et travailler, voilà, mieux travailler, quoi. Ouais, nous, effectivement, on a cette mission à la fois d'apporter des produits de qualité au plus grand nombre à travers leurs commerçants de proximité, et donc incidemment de maintenir ces commerçants vivants. C'est d'ailleurs le slogan d'épicerie, c'est Vive le commerce vivant. Et ce commerce, il est menacé. Alors on s'en rend peut-être moins compte dans les grandes villes, mais dans les villes moyennes en particulier, ou les petits villages, on voit bien que depuis des années, les commerces ferment. Il y a ce qui s'appelle des dents creuses dans les rues commerçantes, et que les gens se tournant plus vers la grande distribution, puis l'e-commerce, eh bien, il faut réagir. Et donc, on accompagne les commerçants avec le soutien des collectivités pour leur permettre
découvrir et de se familiariser avec ce canal de distribution qui est le digital. Aujourd'hui, le digital chez les commerçants parisiens avec lesquels on travaille représente jusqu'à 25% de chiffre d'affaires additionnel. Ça leur permet de se projeter dans l'avenir, d'assurer effectivement des volumes d'affaires additionnels, notamment dans les périodes compliquées comme on en a eu avec les gilets jaunes, avec les grèves de transport, aujourd'hui avec le télétravail. Ça permet effectivement de compenser une partie des pertes de chiffres qui sont imputables aux différentes crises qu'on a eues ces dernières années. Ça fait depuis 2015 et les attentats terroristes à Paris que voilà, chaque année, les commerçants sont confrontés à des difficultés. Donc voilà, nous, notre mission, c'est de les accompagner, d'avoir une approche vraiment de business partner, pas de capter de la valeur pour demain faire de la dark grosserie comme un certain nombre de startups aujourd'hui se lancent, mais vraiment d'essayer d'accompagner les acteurs locaux, ceux qui, à notre avis, sont les plus à même finalement de fournir cette qualité attendue par le consommateur. Effectivement, le mieux manger, c'est une tendance lourde qui s'est encore accélérée, on l'a vu pendant le confinement, etc. Donc on veut savoir d'où viennent les produits qu'on achète et il n'y a pas mieux que le commerçant qui vous le vend pour vous renseigner là-dessus. Donc nous, on croit vraiment à ce modèle-là. Maintenant, c'est vrai qu'il a besoin d'être soutenu. Les collectivités, l'État participent à ce soutien. Et nous, on apporte à la fois l'expérience technologique et logistique pour les accompagner. Parce que c'est vrai que votre business model, j'imagine, qui tient quand les commerçants sont serrés dans des quartiers quand même, quand ils sont plus ou moins proches les uns des autres. Tout à l'heure, on parlait du marché d'Alig ou autre. Vous avez la capacité finalement de faire les courses pour votre client très rapidement. Quand on est dans des villes où les commerçants sont loin les uns des autres, où de temps en temps il en manque, il va manquer une boulangerie, il va manquer un boucher, etc. Est-ce que votre modèle, justement, à ce moment-là, n'a pas sa propre limite dès qu'on va sortir des grandes villes? Si, par nature, la marketplace a besoin d'une densité de l'offre. Alors, il y a différents types de marketplace, mais nous, on est vraiment une marketplace qui est tirée par l'offre. Et si on n'a pas sur une ville l'offre suffisante, on n'aura pas la demande correspondante. Donc, effectivement, nous, on travaille à d'autres outils pour accompagner les commerçants qui sont un peu plus isolés, notamment dans les territoires. Et c'est le sens d'ailleurs d'une prise de participation de la Banque des territoires et de leur accompagnement d'épicerie. À travers des outils qui permettent de vendre en ligne, de gérer leur propre livraison s'ils le souhaitent, mais un accompagnement, y compris dans les territoires, pour les commerçants qui se mettent au digital. Et c'est vrai que pendant le confinement, on a vu que même dans les petites villes, en fait, les commerçants se sont organisés pour pouvoir prendre des commandes au téléphone, par SMS, et puis organiser un paiement avec un Lydia et se charger de la livraison. Donc, je pense que c'est effectivement la marketplace est plutôt destinée à des zones à forte densité commerciale, mais la digitalisation du petit commerce, elle est transverse sur l'ensemble du territoire. Mmh. Pour vous, Lily, comme ça, j'imagine que l'un des gros risques pour les boutiques que vous servez, c'est justement ces très 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 grosses marketplaces, comme Amazon, comme d'autres, qui peuvent elles aussi finalement référencer les mêmes marques que celles qu'ils peuvent acheter sur Encore Store. Comment vous pouvez finalement garantir, alors non pas une exclusivité, mais voilà, une sorte de primeur à vos boutiques pour éviter que voilà, on retrouve tous leurs produits sur Amazon ou sur ces discounts? Alors aujourd'hui, à l'entrée, on sélectionne nos marques et ça, c'est notamment un des critères qu'on regarde en premier. On ne va pas travailler avec des marques qui sont uniquement distribuées sur Amazon ou même en GMS. Justement, on essaye de proposer une offre qui est différente. Je dirais, on a beaucoup de marques qui sont éthiques. On aime bien utiliser ce mot-là. Après, on a quelques marques qui sont effectivement présentes aussi sur Amazon. Mais voilà, c'est clairement
un point important de notre stratégie, c'est de proposer une offre qu'on ne trouverait pas ailleurs. Donc certes, on est dans une forte stratégie d'acquisition avec de plus en plus de fournisseurs, mais c'est une ligne directrice qu'on va garder. On a aussi énormément d'acteurs qui viennent vers nous justement parce que ils veulent plus suivre ces grosses marketplaces-là. Donc bon, c'est une tendance qu'on voit également et je pense que on est là pour répondre à cette demande-là aussi. Mais voilà, on sélectionne vraiment les marques à l'entrée. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, on sélectionne à peu près 50% des marques qui candidatent en inbound, donc pour apparaître sur Encore Store. Donc on a ce critère-là. On va effectivement avoir le critère que je mentionne tout à l'heure sur la capacité de livrer rapidement. On va aussi regarder si s'ils sont un minimum professionnels, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont des photos attractives, puisque voilà, on reste une marketplace et il faut savoir un petit peu faire du wholesale. On va voir s'ils ont des marges intéressantes. Mais voilà, on se positionne vraiment aussi, un autre élément important en tant que expert wholesale aussi. Donc ça, on est plus qu'une marketplace dans le sens où on a une équipe qui est en train de se mettre en place aujourd'hui pour vraiment accompagner ces boutiques indépendantes et ces marques à mieux vendre et à se positionner voilà, comme vraiment expert wholesale et créer une communauté dans ce sens-là. Et ça, je pense pas que c'est des choses qu'on peut trouver sur des géants comme Amazon. Mm. Et justement, donc pour toi, les boutiques comme celle-ci ne vont pas ne vont pas disparaître dans ce cas. Elles vont, enfin, qui n'a jamais commandé sur Amazon? Enfin, c'est un peu agressif de dire ça, mais je veux dire, c'est très pratique et on va pas le nier. Mais donc, je pense pas que non, elles ont pour vocation de disparaître. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui réalisent que voilà, elles prennent de plus en plus de place et qui cherchent des manières alternatives de consommer. Et je pense qu'on s'inscrit là-dedans. Après, on a pour vocation d'être une marketplace et du coup, on va utiliser des mécanismes qu'on peut retrouver aussi sur ces plateformes-là, sur Amazon. On va penser à faire des mises en avant de marque, faire de la publicité sûrement à un moment. Mais, oui, je pense qu'il faut cohabiter avec ces géants et proposer une offre qui est différenciante, quoi. Et justement, bah, en parlant de l'offre, contrairement à épicerie, où pour vous, il est quand même beaucoup plus difficile de juger de la qualité des produits qui sont vendus, parce il y a aussi la qualité des boutiques. Il y a des boutiques qui vont avoir besoin de vendre des produits pas très Ouais. très chers parce que c'est leur cœur business et de mauvaise, enfin, ou de qualité moyenne. Comment vous vous assurez comme ça, quand on recrute plus de 5000 marques en une année? J'imagine que vous n'avez pas eu le temps de toutes les tester, que vous les connaissiez pas toutes au départ. Comment vous pouvez vous assurer d'une qualité pour que finalement Encore Store ne soit pas un agrégateur de toutes les marques du monde où du coup les boutiques pourraient être très déçues? C'est un très bon point. Effectivement, on ne peut pas tous les tester, bien qu'on ait plein de marques qui nous envoient des samples au bureau. Et d'ailleurs, s'il y en a certaines qui sont là, merci beaucoup, ça fait toujours très plaisir. Mais non, effectivement, on a aujourd'hui, on forme en fait les personnes qui acceptent ces marques-là à regarder un certain nombre de critères qui sont du coup qui apparaissent sur le site de la marque. Mais effectivement, on a eu des cas de figure, en toute honnêteté, où on a eu des marques qui nous ont remonté que les produits apparaissaient pas aussi bien que enfin, les produits en vrai n'étaient pas aussi beaux que ce qui apparaissait sur le site. Donc effectivement, ça arrive, on améliore ça au quotidien avec nos équipes de support et on travaille après étroitement avec la boutique pour justement lui donner des marques qui pourraient plus correspondre à ce qu'elle recherche. Mais encore une fois, il en faut pour tous les goûts et les critères aujourd'hui d'une boutique à une autre vont varier sur la typologie de marque qu'elle veut proposer, sur la gamme de prix. Et donc forcément, il faut répondre à tous ces besoins. Mais effectivement, on est quand même regardant sur la qualité des produits, mais virtuellement aujourd'hui. Hmm. Moi, ce que j'aime beaucoup dans vos deux business, c'est qu'avec des approches très différentes, avec des corps métiers très différents, ce que vous faites, c'est que souvent les petits commerçants, c'est des petites équipes et en fait, vous leur facilitez la vie pour leur permettre de passer plus de temps à faire leur vrai métier.
leur vrai métier d'artisan, leur vrai métier de vendeur, leur vrai métier de service client. Et c'est ça qui est assez, qui finalement vous relie énormément. C'est que bah voilà, le boucher, au lieu de commencer à poster des choses sur Instagram, à créer un site web, etc., pour vendre 3 entrecôtes, bah là, il va faire 10 entrecôtes parce qu'il va avoir le temps, il va bien le faire et ça va tout faciliter. Alors, j'aimerais finir avec une petite question pour tous les deux. Euh, Est-ce que il peut demain y avoir une différence entre le commerce en ligne? Est-ce qu'il peut y avoir un commerce en ligne et un commerce en ligne de proximité? Est-ce qu'on peut vraiment imaginer deux façons de travailler, deux façons très différentes de travailler avec finalement des zones très très locales, des zones voilà, de commerce, de marché comme on pouvait les avoir à l'époque, mais digitales, et puis avoir les mastodontes à côté qui se battent sur d'autres niveaux. Edouard? Si l'information est instantanée et aujourd'hui, effectivement, elle permet à tout le monde d'avoir accès à une information même très éloignée, la logistique, elle, par contre, elle continuera de prendre du temps. Et je pense que c'est ça qui différenciera le local et le global. C'est que aujourd'hui, si je veux me faire livrer un gâteau dans la demi-heure, je vais être obligé d'aller la chercher à côté de chez moi. De la même manière que si vous avez envie d'acheter un produit rapidement, vous allez plutôt le chercher à côté de chez vous que de le commander chez un prestataire chinois qui mettra plusieurs mois, plusieurs semaines à vous l'expédier. Donc, je pense il y a une vraie envie des consommateurs de consommer local. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, il y a quand même l'envie de satisfaire de plus en plus vite ses envies. Qu'on le regrette ou pas, la patience est une qualité qui est en train de se dissoudre. Aujourd'hui, on vous livre dans les 10 minutes sur tout un tas de produits à partir de micro-hubs partout en ville. Je pense que c'est un combat que beaucoup d'acteurs de la tech mènent d'accélérer la livraison. Et de ce point de vue-là, je pense que le local a encore de belles années devant eux. Pour toi, Lily? Bah, nous, on croit énormément au local et on le voit aujourd'hui dans la typologie des boutiques qui nous rejoignent. Il y a toute une nouvelle génération qui, en fait, crée des boutiques dans des. Enfin, là, on a eu un exemple hyper intéressant. On parlait avec une boutique qui a créé une sorte de concept store dans un village et du coup, on voit, bon, c'est un cas peut-être isolé, mais on voit justement cette envie de cette nouvelle génération de créer et d'amener et de décentraliser vraiment le retail. On le voit par les chiffres aussi, le nombre d'inscrits sur la plateforme. Tous les mois, on a plusieurs milliers de boutiques qui sont en study coming soon, c'est-à-dire qui sont en train de créer leur boutique et qui viennent sur Encore Store pour commencer à sourcer ces marques-là. Donc non, moi je crois vraiment qu'il y a et je le vois même en baladant dans des villes de province, il y a de plus en plus de boutiques et de concept stores notamment qui se créent. Donc certes, les temps sont pas hyper faciles, mais c'est justement grâce à des plateformes comme la nôtre qu'elles pourront exister et prendre de plus en plus de place, quoi. Et je pense que l'épicerie fine, ça a été le meilleur exemple sur un store durant la crise de Covid. Toutes nos épiceries ont vraiment très bien fonctionné. On a vu que le consommateur s'est dirigé vers ces magasins-là versus le supermarché. Et je pense que ça va continuer et c'est resté dans les mentalités, quoi. Hmm. Mais pour Bah, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Sébastien aussi, je pense que on n'a pas pour vocation, nous, en tant que marketplace, de remplacer le contact humain. Je pense qu'effectivement, il sera toujours là et d'autant plus les salons que tu mentionnais au début, effectivement, ils ont été annulés, mais ils vont se repasser. Nous, justement, on permet aux deux côtés d'avoir plus de visibilité et d'aller plus vite, mais justement pour se focaliser plus sur leurs skills et de vendeurs et de relations versus tout le côté administratif qui est un peu
archaïque aujourd'hui, quoi. Bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux. Je pense que vous êtes une note d'espoir pour les différents boutiques et artisans de proximité. Et pour ça, on peut que vous remercier. Donc, merci beaucoup pour ces quelques minutes passées à vos côtés. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et beaucoup de réussite dans vos deux différents projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt.